Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le maire d'hiver droite de la ville de Béziers. Il y a beaucoup d'actualités, Robert Ménard, politique et judiciaire. Mais tout d'abord, il a mis à exécution ses menaces. Cette nuit, Donald Trump a donc lancé la guerre commerciale atomique, disent certains, avec des droits de douane de près de 20% contre l'Union européenne. Le président américain a affirmé que c'était le jour de l'indépendance économique des États-Unis. Est-ce que certains se sont bercés d'illusions en France, en tous les cas, sur ce sujet-là, dans ce domaine-là, par rapport à lui? Ah mais moi le premier, je vais vous le dire, quand il est arrivé au pouvoir, moi je ne suis pas d'accord sur plein de choses, mais quand même sur le wokisme, la folie idéologique comme ça, il était, on va avoir un type qui va mettre le holà à tout ça, et puis une espèce de volonté politique, vous savez, à l'heure où chaque fois on trouve que les politiques n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, là tu peux pas lui reprocher de pas faire les choses. Mais en même temps, après tu te déchantes quand même. Sur l'Ukraine, tu te dis qu'il finit par préférer un dictateur Poutine à vous aimez ou pas Zelensky, sauf qu'il a été élu, c'est quand même un démocrate. Sur l'OTAN, il est prêt à se tirer en nous disant maintenant démerdez-vous, vous allez qu'à payer votre défense. Et là, c'est de la folie. D'abord, pardon, moi je suis du Midi, je ne vous dis pas pour le vin, les viticulteurs, ce que ça va être. Il l'avait déjà connu. Mais il y a pas. On pense à eux, il n'y a pas. Mais il y a pas que ça. C'est de la démagogie. Parce que rappelez-vous, il a été élu en disant il faut combattre l'inflation dans mon pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être l'inflation dans, y compris son pays. Un mauvais coup pour nous, mais de l'inflation dans son pays. En gros, là, ce que j'essaye de retenir, c'est que c'est des idéologues. Des idéologues. Et face à cela, nous, de quelle arme nous disposons? Alors, il y a une riposte qui se prépare. On a entendu Ursula von der Leyen. Emmanuel Macron va réunir les filières concernées. Et après, Robert? D'abord, honnêtement, par rapport y compris à mon courant de pensée, la réponse, elle peut être qu'européenne. Croire que si chacun, la France de son côté, l'Allemagne, je sais pas quoi, chacun essaye de se démerder tout ça en disant je vais essayer de négocier, il nous battra sur toute la ligne. La seule réponse, c'est l'Europe. N'en déplaise à un certain nombre de choses. Sur le reste, honnêtement, je pense qu'il y a un problème de psychologie, pour pas dire de mental. Enfin, attendez. Vous allez sur ce terrain-là. Attendez. C'est son imprévisibilité, son impulsivité qui vous fait dire ça. Il dit n'importe quoi. Pourquoi? Vous êtes sûr de ce qu'il va dire demain matin? Je suppose que vous êtes comme tout le monde. Le matin, tu te dis qu'est-ce qu'il a donc dit avec le décalage dans la nuit? Quelle décision il a encore pris? Et comme il est capable de prendre une décision contraire tous les matins, et comme manifestement autour de lui, il n'y a personne qui pèse, enfin, c'est une inconnue folle. C'est une inconnue folle. Et justement, pour faire un lien avec ce qui se passe en France, est-ce qu'il est possible, selon vous, dans notre pays, qu'un tel candidat, qui ressemblerait, en tous les cas, qui serait capable de tout renverser et de turbuler le système, comme on dit, pourrait arriver un jour au pouvoir? Ou alors c'est exclu compte tenu de notre histoire et de notre système? J'en sais rien, je ne sais pas si les gens vous disent non, ici on aime des gens un peu plus structurés, cultivés, tout ça. J'en suis pas sûr. Vous savez, Trump, vous pouvez en dire ce que vous voulez. Il naît de quoi? Il naît du fait de nier deux questions aux États-Unis qu'on nie de la même façon ici. L'immigration, l'immigration, 2, les questions de sécurité, 3, le wokisme, c'est-à-dire ce délire qui fait qu'un type qui se sent femme, maintenant, peut aller dans un vestiaire de femme, comme ça, au milieu d'un truc de sport. Tu te dis juste, c'est l'absence de bon sens. Et pardon, ici, on a longtemps, très longtemps, y compris une partie de la droite, nié que l'immigration, c'était un vrai problème, que la sécurité, c'était pas un fantasme, mais une réalité, que l'identité, que les gens vivent ce qui se passe aujourd'hui comme une menace sur leur propre... Donc les ferments sont là. Les ferments sont là. On ne peut pas regretter Trump, et je comprends qu'on se dise, oui, il est un peu jobard, mais en même temps, ne pas s'attaquer aux causes. Or, aujourd'hui, vous avez une bonne partie de l'échiquier politique en France qui, encore une fois, dès que vous dites, attends, il y a un lien, je sais pas, entre l'immigration et l'insécurité, tous les chiffres le prouvent. Je ne sais même pas pourquoi on se pose la question. Il y a toujours un abruti pour te dire, une espèce de facho. Facho, non. Juste, je regarde les choses en face. Et tant qu'on n'aura pas pris complètement à bras-le-corps ces deux questions, oui, on n'est pas à l'abri de n'importe quel démagogue. Depuis quelques jours, Robert Ménard, et depuis, je reviens au terrain judiciaire et politique, depuis la condamnation de Marine Le Pen, les mots à l'encontre de la justice des juges sont très forts, voire violents de la part du camp national. Tyrannie des juges, a dit ici même Jordan Bardella. Marion Maréchal a parlé hier d'une justice politique. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Je ne partage pas ces expressions-là. La justice, elle n'est pas
politisé. C'est pas vrai. Moi, je suis dans une ville où il y a un tribunal, je connais les juges, je connais les procureurs, évidemment. Comme maire, je les rencontre. D'abord, ils sont loin d'être tous de gauche. Il y a des gens qui sont à droite et très à droite. Donc, dire les juges, c'est une connerie. De la même façon que les gens qui disent les journalistes, entre vous et d'autres journalistes. Vous n'essentialisez pas. Absolument. Donc, il faut une pas. partie de la justice Il y a une partie de la politique justice qui est évidemment politisée. Moi, vous avez vu les déclarations, c'était aux législatives dernières, quand le syndicat de la magistrature, c'est un juge, un magistrat sur 3. C'est pas 5% des magistrats. Ils disent il faut faire barrage. Alors l'expression, c'est il faut empêcher, mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Mais ils sont fous furieux. Moi, j'ai pas envie d'être jugé par un type comme ça. Vous lui feriez confiance. Moi, j'ai été sur le mur des comptes. Tu te dis, mais mon Dieu, je prie le bon Dieu de pas. Je le dis en plus parce que je vais avoir des procès toujours à cause de cette OQTF que j'ai refusé de marier. J'allais vous en parler. Non, oui. mais je me dis, j'espère que je vais pas tomber sur un type du syndicat de la magistrature. Sinon. Mais sinon, je ne vais pas être jugé de façon impartiale. Et les gens qui te disent, ce type, il a des idées, mais au moment où il juge, il fait abstraction des idées. On sait bien que c'est pas vrai. Mais alors que faire ? Est-ce qu'on peut sonder les reins et les cœurs de chaque juge ? Est-ce qu'il y a une responsabilité du juge qu'il faudrait peut-être un jour interroger ? Non, mais il y a une responsabilité politique. Écoutez, dans l'armée, moi j'ai fait l'armée, je suis assez vieux pour l'avoir fait, les militaires ne peuvent pas se syndiquer. Je ne comprends pas qu'on autorise les magistrats à se syndiquer. Pas plus que je pense que les policiers ne doivent syndiquer. Je pense que ce n'est pas bien parce que, alors le syndicat de la magistrature, c'est une caricature, ça politise un certain nombre de choses. Et ce n'est pas vrai que les syndicats chez les magistrats sont des syndicats que sur des histoires corporatives. Vous avez vu des histoires, donc on le voit bien. Attendez, ils appellent je ne sais pas quelle année, ils avaient un stand à la fête de l'humanité, mais enfin, ça va pas bien la tête. Comment tu peux faire ça ? Et moi, je ne les crois plus. Et je pense qu'ils jouent contre la justice. C'est eux qui mettent en cause la justice. C'est eux, parce que tu te dis, tu vois ça, tu te dis, attends, c'est eux qui vont nous juger, la justice, elle est impartiale. Vous dites que si une grande partie des Français a du mal, enfin, plus que ça d'ailleurs, voit un lien qui est distendu par rapport à la démocratie et la justice, c'est du fait justement de ces magistrats syndiqués aujourd'hui qui font du mal eux-mêmes à leur propre... Ils décrédibilisent leur profession. Vous pouvez, quand ils disent on ne fait pas de politique, et quand tu vois leur prise de position politique systématiquement, tu te dis, il se fout de ma gueule ce type-là. Il se moque du monde. Et je pense que le plus grand service qu'on puisse rendre à la justice et aux juges eux-mêmes, c'est de dire... Il n'y a plus de syndicats dans la magistrature. Pourtant, Emmanuel Macron a insisté, la justice est indépendante, a-t-il dit. Il a aussi rappelé que tout justiciable a droit à un recours. Et c'est peut-être cette phrase-là qui est la plus importante, en tous les cas venant du président Emmanuel Macron. Comment vous avez appréhendé sa déclaration ? Écoutez, si je vais essayer d'être optimiste, je me dis, oui, le recours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un droit d'appel. C'est ça une démocratie. On ne va pas se gargariser de mots, l'état de droit. La démocratie, c'est madame, vous êtes condamné une première fois, vous avez le droit de faire appel et d'être jugé donc par d'autres magistrats. Et ça permet le soupçon, le type même pas, c'est pour ça qu'il me condamne, qui saute. Mais alors pourquoi ne pas l'appliquer à l'inéligibilité ? Pourquoi ? Ce qui est aussi important, c'est qu'il n'y a pas exactement la même chose. Or, là, il y a un coup de canif à l'état de droit. Le coup de canif, c'est cette décision. Le coup de canif, c'est l'exécution provisoire. C'est l'exécution provisoire. Mais qui a été elle-même votée par des parlementaires. Oui, attendez. Enfin, on marche sur la tête dans ce cas-là. Il marche sur la tête. Pardon, mais que Marine Le Pen, elle voulait une inéligibilité à vie. Vous savez, les politiques, ils feraient bien, avant de voter un certain nombre de lois, avant de tenir un certain nombre de discours, de se calmer 2 minutes. Et là, effectivement, dans ce domaine-là, le problème, c'est tellement ça le problème qu'on en a oublié quand même l'essentiel. Marine Le Pen, elle a été condamnée à 4 ans de prison, madame. 4 ans. C'est pas rien. Finalement, vous avez compris, on a parlé du reste, mais il faudrait aussi s'interroger sur ça. C'est-à-dire sur les faits, sur ce qui lui est reproché, sur le système. C'est d'une lourdeur, d'une sévérité problématique. En même temps, écoutez, que le Rassemblement national... Moi, je me suis posé la question de signer leur pétition. Vous avez vu, dans la pétition... Et peut-être même d'aller dimanche au Rassemblement. C'est plus compliqué pour moi, je suis de Béziers, mais signer leur pétition. Et j'ai vu, alors je vais vous trouver le mot, elle dit, dans la pétition, on est totalement innocente. Non.
vous avez vu, moi je la défends sur ce qu'on est en train de lui faire, sur le risque qu'il y a de qu'elle puisse pas se présenter. Enfin, totalement innocente, mais pas plus que le MoDem ne l'était avant. Vous estimez qu'il y a un système politique qui a utilisé ses assistants parlementaires européens, un système qui a prévalu et qui n'est plus et qui ne doit plus être d'actualité, et qu'il aurait fallu le reconnaître justement. Bien sûr, tu peux dire que tu as fait une faute, une erreur. C'est comme si moi, demain, il y a un certain nombre d'employés municipaux, je les faisais travailler pour mon parti. Alors moi, il n'y a pas de parti, donc ça risque pas. Mais vous voyez ça, enfin, personne trouverait ça normal. C'est quand même ce qu'ils ont fait. Des gens qui étaient payés par le Parlement et qui en même temps, en réalité, vous avez vu, certains, ils connaissaient même pas les gens avec qui ils travaillaient pour le parti. Bien sûr donc que c'est pas bien. Donc vous la soutenez, mais la ligne de défense vous paraît... Elle est folle furieuse. Je sais pas qui a décidé ça. Peut-être que tu peux commencer par dire on a commis une erreur, on a mélangé les gens, on ne devrait pas les mélanger. Ça te coûte rien de dire ça. Je ne comprends pas qu'on dise ça. Et donc, par exemple, moi, je ne signerais pas cette pétition, alors que je l'aurais signée s'il n'y avait pas une phrase comme ça, parce pétition, que c'est pas vrai. Campagne de tractage, rassemblement dimanche, ce qui fait dire à certains, notamment le président de la région des Hauts-de-France, que ce serait un remake de l'assaut du Capitole. Jean-Luc Mélenchon parle d'un risque séditieux. Enfin, est-ce que la droite, en tout cas le camp national, peut se rassembler dans la rue sans provoquer tous ces cris-là ? Que Mélenchon dit ça, on va, vous et moi, pouffer de rire 2 minutes. Je veux dire, après comment il s'est comporté quand on a voulu perquisitionner chez lui. Ouais, vous voyez, la République, c'est moi et tout ça. Ça, ouais, tu ris, enfin, tu ris pas, tu ris jaune, parce que c'est quand même un type, c'est quand même quelqu'un, un monsieur, qui est cultivé, qui a tout un tas de qualités, qui représente beaucoup de choses. Dire un truc comme ça va pas bien. Enfin, qu'est-ce que c'est, comme si c'était séditieux de faire un rassemblement. Mais que Xavier Bertrand nous disent oh, la prochaine fois le Capitole, je veux bien qu'il déteste Marine Le Pen. C'est réciproque, je pense, donc il n'y a pas de souci. Tu peux détester quelqu'un, mais tu n'es pas obligé de dire des âneries. Tu n'es pas obligé de dire... Et ce que dit là Xavier Bertrand est une énorme ânerie. Et je pèse mes mots. La détestation réciproque qui lui fait dire ça. C'est tout mélange. Donc, aucun risque pour vous qu'il y ait un quelconque risque, débordement, quoi que ce soit. Bien sûr que non. Il n'y aura rien de tout ça. Il y aura un parti qui va hurler, dont les mots, des fois, dépassent la réalité. Non, il n'y a pas... c'est pas un coup d'État contre la démocratie. Dire ça de ce côté-là, c'est aussi stupide que le reste. Je veux dire, il y a un discours, il y a des mots qui n'ont pas de sens. Mais aujourd'hui, enfin, moi, même que j'aille ou pas manifester, je trouve que les gens qui manifesteront dimanche, ils menacent personne, et sûrement pas la démocratie. Ils sont outrés, jusqu'à preuve du contraire, vous avez le droit d'être outré, vous avez le droit de critiquer des juges, vous avez le droit de critiquer des décisions de justice. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. Et pendant ce temps, Robert Ménard, les Français sont toujours confrontés au même problème de pouvoir d'achat, d'insécurité galopante. Au moment où la loi contre le narcotrafic a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, nous apprenions ce qui est en cours à Saint-Ouen, dans la cité Arago, avec des classes de maternelle probablement contraintes de déménager du fait de points de deal, de trafic de drogue. Et à la votation aujourd'hui, je pose la question aux citoyens, aux mères, aux pères de famille, ce sont des parents qui vont voter. C'est ça la solution aujourd'hui ? Reculer, se déplacer, faire déplacer des classes ? Écoutez, je vais vous dire, je serai parent, je serai d'accord pour déplacer ma classe. C'est pour ça que j'ai posé la question. On est tous les deux dans ces situations-là. Honnêtement, tu penses d'abord à tes gosses. D'accord. Il y a le débat et tout ça, je veux bien, le bon sens. Instinctivement. Vous faites quoi, vous ? Tu as envie de garder tes gosses quand il y a des gens qui trafiquent à l'entrée ? Bien sûr que non. Et que répond le politique et le maire ? Le politique, c'est que c'est une défaite. Mais écoutez, moi, je connais des cités chez moi où il y a le prix de la drogue qui est sur les murs. Alors, on recouvre ça. Alors, recouvrir, c'est aussi stupide, parce que et on le fait évidemment, ça règle pas le problème de fond. Il y a un problème, il y a un vrai problème. Il y a un problème on n'a pas mis l'accent sur ce qu'il fallait faire, ce que je vous ai nié. Écoutez, vous avez vu, on a les chiffres aujourd'hui, par exemple, sur les prisons. D'abord, attendez, pour combattre la drogue, il faut prendre les gens qui font du trafic de drogue et les mettre en prison. Et au moins, je me fous, au moins, on les voit plus pendant un moment. Pour ça, il faut, pardon madame, construire des places de prison.
vous rappelez les promesses. Et mais c'est les la promesses, quadrature du cercle. ouais, mais Bien. tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, vous ne réglez pas. Moi, je connais des juges, des magistrats qui sont tout sauf laxistes et qui vous disent, mais si je mets condamné à une peine de prison, on le met où? Et vous avez raison, la magistrate Béatrice Brugère nous dit souvent cela. Attention de ne pas dire de tous les juges qui ne condamnent pas suffisamment. C'est aussi un problème de manque de place. C'est aussi prosaïque que ça, parfois. Mais attends, c'est aussi con que ça. Enfin, attendez, si vous n'avez pas de studio, vous ne faites pas d'émission de télévision. Si tu n'as pas de prison, tu les mets où, les gens en prison? Avant les grands débats idéologiques et tout, il faut construire des places de prison le plus rapidement possible. D'abord, c'est ça. C'est une solution. Mais en attendant, il faut plus de forces de police. Vous savez, dans les mairies, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis sidéré. Moi, quand je suis arrivé maire, il y avait 30 policiers. Il y en a 130 maintenant. Mais normalement, c'est pas à moi de payer la police. C'est l'État qui devrait mettre plus de policiers. Moi, je connais des points de deal qui sont à 100 mètres du commissariat de police. Mais vous vous rendez compte, c'est face à face, côte à côte. Côte à côte, c'est sidérant. Heureusement, j'ai un super préfet qui le prend tellement mal que maintenant, il a réussi à le démanteler. Mais c'est ça la réalité. Comment vous voulez que les gens se scandalisent pas? Et je note que le père de famille, je fais la différence avec le politique, aurait reculé, c'est-à-dire aurait d'abord protégé ses enfants. Reculer ou s'adapter, je vais poser, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est une question qui vous tient, c'est un sujet qui vous tient à cœur et à nous tous évidemment. Reculer ou s'adapter par rapport à l'Algérie, parce que nous avons un prisonnier politique et notre compatriote Boualem Sansal. Est-ce qu'en ce moment il y a un réchauffement des relations entre la France et l'Algérie ou est-ce qu'il y a une forme de soumission encore, reculer là encore? Je refuse cette alternative. Écoutez, pardon, pendant 20 ans, j'étais le patron de Reporters sans frontières. Pendant 20 ans, j'ai travaillé sur exactement les mêmes cas. C'était des journalistes, mais c'est pareil. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas une méthode douce ou une méthode dure. C'est pas vrai. Je vous jure. Croyez-moi sur ce truc. Parce que ça, je connais. Il y a les deux. On a besoin de diplomates qui discutent. Attendez, pour libérer quelqu'un, il faut finir par discuter avec les gens qui le mettent en tôle. Donc il faut discuter. Ça, c'est le boulot de la diplomatie. Et à nous, vous, moi. Regardez, je porte tous les jours le portrait de Boualem Sansal. Et tous les jours, on doit taper, nous, du poing sur la table en disant c'est un régime. Attendez, c'est un régime de kleptomane. C'est un régime. Allez, c'est un régime de merde. C'est un régime militaire, c'est un régime qui met en coupe réglée, son propre peuple. Alors moi, je ne peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Vous êtes interdit d'accès? Mais bien sûr, depuis des années, depuis Reporters sans frontières, ils ne veulent pas. Tu rencontres des jeunes Algériens. De quoi ils te parlent, un jeune Algérien en Algérie? Du FLN et de la guerre de libération nationale, ou de comment je peux venir en France? Comment je peux venir en France? Donc il faut faire les deux. Moi, je suis content qu'on négocie, et j'espère qu'on négocie au mieux, et je suis content de notre ministre de l'Intérieur, bravo à lui, qui tape du poing sur la table et qui parle comme on doit parler, sans mauvaise conscience. Il y en a marre d'avoir de la mauvaise conscience. On ne doit rien à l'Algérie, on ne doit rien à l'Algérie, alors on les traite comme des adultes, ils veulent être traités comme des adultes, on les traite comme des adultes, on arrête de leur donner des droits que les autres n'ont pas, et on continue, nous, vous, et tout le monde a tapé sur sa table parce que Boualem Sansal, c'est un vieux monsieur. Il a 80 ans. Il est mal. Il est d'une gentillesse. Je ne sais pas si vous l'avez. Bien sûr. Vous le connaissez. Vous avez vu, là j'élève la voix, il n'élève jamais la voix. Il est courageux. Il a dit des choses dont tout le monde sait, même en Algérie, que c'est vrai par rapport au... Il a la voix douce et le verbe haut. Oui, il est Libérons formidable. Boualem Et attendez, Sansal. puis Merci. vous aimez le français. Robert Ménard, oui. J'aime le français. On arrive à la fin de cet entretien. J'aime cette langue. C'est un formidable défenseur de ce qui est notre patrimoine à nous tous. Un Français d'ailleurs qui défend plus la langue française que bien d'autres. Pour tout ça, je pense à lui. Tous les jours, je pense. Nous aussi. Merci Robert Ménard et à bientôt.